Bonjour, bienvenue à cette table ronde qui est consacrée au circuit court alimentaire. Pendant le premier confinement, on a vu qu'un nombre croissant de Français se sont tournés vers ce mode de distribution alimentaire dont l'objectif principal est de rapprocher les producteurs et les consommateurs. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre ensemble déjà en quoi consistent ces circuits courts et aussi leur impact potentiel sur les villes, notamment sur leur alimentation, sur leur décarbonation, mais aussi sur leur vie sociale. Nous allons aussi essayer de réfléchir à ce qui peut faciliter le développement de ces circuits courts en France et à Paris en particulier. Alors, nous allons être aidés par 5 invités qui sont des experts, mais qui sont également des acteurs de ces circuits courts. Nous avons avec nous Léa Barbier, qui est cofondatrice de la start-up Quel bon goût. L'objectif de cette start-up est de rendre ces circuits courts accessibles à un nombre croissant de personnes. Nous avons Yuna Chifolo, qui est ingénieure agronome, sociologue et directrice de recherche à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Yuna Chifolo est avec nous en duplex depuis Montpellier. Nous avons aussi toujours un duplex depuis Montpellier dans quelques minutes parce qu'il y a un problème de connexion, Damien Conaré, qui est ingénieur agronome et secrétaire général de la chaire UNESCO Alimentation du Monde à Montpellier Supagro. Stéphane Layani, qui est PDG de l'entreprise gestionnaire du marché de Rungis, la Cemaris, et Audrey Pulvar, qui est adjointe à la maire de Paris, chargée de l'alimentation durable, de l'agriculture et des circuits courts, et qui intervient aussi comme coprésidente de la commission stratégie alimentaire territoriale de France urbaine. Alors, Yuna Chifolo, je voudrais commencer par vous, je la vois plus en même temps, mais parce que, en fait, je voulais vous poser 2 questions qui sont liées l'une à l'autre et sur lesquelles vous avez beaucoup travaillé. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on entend par circuit court et qu'est-ce qu'ils apportent par rapport au circuit des distributions alimentaires traditionnelles? Bonjour à tous. D'abord, je suis ravie d'être parmi vous, même si c'est en duplex depuis Montpellier. Pour autant, justement, alors les circuits courts qui ne nous rapprochent pas beaucoup aujourd'hui, mais la particularité, c'est qu'on a en France une définition officielle depuis 2009 qui avait été donnée par le gouvernement à la suite d'un groupe de travail qui avait réuni en fait l'ensemble des acteurs concernés par ce grand mouvement finalement, enfin ce mouvement plutôt hétérogène, on va en reparler, de rapprochement entre producteurs et consommateurs, d'ancrage aussi dans les territoires. Et donc, cette définition, c'est un intermédiaire maximum entre producteurs et consommateurs.
Donc, sachant que en France, on y associe souvent une proximité géographique, même si celle-ci ne fait pas partie justement de la définition au départ, parce qu'il était difficile de trouver une distance qui conviendrait à tous les territoires. On pourra en reparler, mais au sens où les circuits courts et locaux, justement, vont souvent avoir un rayon plus grand quand on habite à Paris, quand on est dans une grande métropole, que quand on est dans la Drôme, dans un village rural, où les circuits courts, ça va correspondre à une distance beaucoup plus faible. Voilà, donc cette diversité, c'est aussi cette diversité finalement qu'il s'agissait de respecter, et c'est pour ça aussi que la notion de distance géographique n'a pas été introduite dans la définition au départ. Et concernant justement la question des apports, qu'est-ce qu'ils apportent aujourd'hui? Qu'est-ce qui change par rapport aux circuits traditionnels? Pourquoi on parle tellement des circuits courts? Alors au départ, en fait, il y avait justement associé à cette définition, on pointait un certain nombre d'enjeux qui pouvaient les différencier des filières longues, c'est-à-dire au moins celui d'une meilleure captation de la valeur ajoutée par les producteurs agricoles. C'est ce qui faisait consensus. Et puis, il y avait aussi un enjeu autour par rapport aux consommateurs, et de permettre aux consommateurs, justement, à travers ces circuits, d'avoir des produits de qualité nutritionnelle, fraîcheur, goût, mais aussi une connaissance des produits et des modes de production. Donc, il y avait des enjeux de transparence, de pédagogie, qui finalement pouvaient les différencier de ce qui pouvait se trouver en filière longue, et puis évidemment de lien social entre producteurs et consommateurs. Donc, c'est ce qui était en jeu en 2009. En 2020, on en attend encore plus. D'ailleurs, on en attend beaucoup finalement, et on en attend moins des circuits longs. Beaucoup, puisqu'on en attend justement aussi des modes de production respectueux de l'environnement. On en attend aussi une contribution à la santé, à la résilience, un nouveau terme important aujourd'hui dans les stratégies des territoires. Donc, cette idée qu'ils peuvent aider à résister, à anticiper un certain nombre de chocs possibles au niveau des systèmes alimentaires. Donc voilà, c'est cette idée justement de beaucoup d'attentes. En tout cas, ce qui va changer finalement par rapport au circuit long, fondamentalement, c'est plutôt une diversité du champ à l'assiette. Donc, on n'est plus sur des logiques d'homogénéisation, de standardisation qui sont celles qui prévalent et qui permettent des économies d'échelle dans les circuits longs. C'est aussi l'idée d'une coopération multi-acteurs, et en particulier donc avec les consommateurs, les citoyens, les habitants des territoires, et puis d'ancrage territorial. Donc trois entrées, justement, diversité, coopération, ancrage, qui finalement sont aussi les caractéristiques de ces circuits. Merci Lina, il y a beaucoup d'éléments, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Je voulais continuer avec Damien Conaré, s'il est connecté, pas encore, on me dit. Donc je vais passer à Audrey Pulvar. Alors, votre émission à la mairie de Paris consiste, entre autres, justement, à élargir la place de ces circuits courts. Alors pourquoi une ville comme Paris se donne cet objectif, et quels sont précisément les objectifs que vous vous êtes fixés pour la mandature? Alors justement, c'est très important ce qui vient d'être dit sur la définition de circuit court. Un circuit court, de façon assez contre-intuitive, ça peut être très long, puisque ce qui compte dans le circuit court ou le circuit long, c'est le nombre d'étapes qu'il y a entre le producteur et le consommateur, et non la distance. Et donc, ma délégation s'appelle Agriculture, Alimentation durable et circuit court, mais je rajoute toujours circuit court de proximité, parce que l'objectif pour nous, avec le levier de la commande publique, c'est de faire en sorte que les 30 millions de repas d'alimentation en restauration collective qui sont servis par la ville de Paris chaque année soient composés d'une part de plus en plus grande d'alimentation durable ou bio, mais provenant d'un rayon peu éloigné de la capitale, ce peu éloigné étant un rayon de 200 à 250 km. Donc vous voyez qu'effectivement, selon les territoires, ça peut paraître très loin. Mais aujourd'hui, la moyenne des aliments bio ou durables qui composent les plats de la restauration collective à Paris, la moyenne de distance par rapport à Paris, c'est 450 km. Donc il nous faut descendre à 200-250, donc rapprocher les producteurs des consommateurs, et donc faire à la fois du circuit court en ayant le moins d'étapes possible entre le producteur et le consommateur, et du circuit de proximité pour que les denrées viennent de plus près. Aujourd'hui, à peu près 53 à 54% de la restauration collective parisienne est composée d'alimentation bio ou durable. L'objectif qui est fixé par Anne Hidalgo pour cette mandature, c'est de passer à 100%, dont 50% de denrées provenant de moins de 250 km.
Donc un objectif assez ambitieux, on verra tout à l'heure quels sont les moyens que vous allez consacrer. Alors, Léa Barbier, je voulais m'adresser à vous maintenant parce que donc vous êtes cofondatrice d'une start-up qui travaille dans ce secteur. Votre objectif est celui justement de, je l'ai dit en introduction, rendre les circuits courts les plus accessibles possibles. Vous travaillez avec des producteurs de Picardie dont vous voulez rendre les produits accessibles. Alors, comment fonctionnez-vous ? Vous avez beaucoup réfléchi en amont au modèle qui pouvait vous permettre d'atteindre cet objectif. Quel est donc ce modèle et votre fonctionnement ? Oui, bonjour à tous, merci. Alors en fait, donc déjà quel bon goût. Je voulais souligner qu'on est une entreprise agréée ESUS, donc de l'économie sociale et solidaire, donc il y a avant tout des objectifs sociaux et non lucratifs. Donc c'est vraiment ce qui nous distingue en priorité. Et la naissance de Quel bon goût, donc en 2013, elle a été motivée par l'idée de proposer une alternative au circuit long et à la grande distribution, dont on connaît aujourd'hui les défaillances au plan social et environnemental, pour essayer de proposer le bien manger pour tous, mais en luttant aussi contre un système d'alimentation à deux vitesses où on aurait d'un côté des CSP+, avec des moyens importants qui peuvent se permettre de s'approvisionner avec des produits locaux de qualité mais à des prix peut-être parfois excessifs, versus des familles avec des revenus plus modestes qui devraient se contenter de produits industriels de mauvaise qualité. Et donc en fait, on a essayé de réfléchir à un modèle économique qui nous permettait vraiment d'être un circuit court, mais à des prix accessibles au plus grand nombre. Sur Paris. Donc comment approvisionner les franciliens avec des produits locaux de grande qualité, mais à des prix accessibles. Et du coup, en fait, pour cela, on a fait le choix de s'attaquer à la question de la logistique. Donc, en fait, d'intégrer entièrement la chaîne logistique du circuit court. Parce que le circuit court, la logistique dans le circuit court, c'est un peu la bête noire, parce que c'est souvent fait par le producteur de façon artisanale, souvent coûteuse et chronophage pour lui. Et donc, même s'il s'y retrouve bien en termes de rémunération, puisque c'est en moyenne 80% de la valeur ajoutée du produit, enfin donc du prix de sortie, qui lui revient versus 6% en circuit long. Donc c'est intéressant au point de vue, c'est un débouché rémunérateur. Mais par contre, c'est 50% de son temps de travail qui est passé sur le travail de logistique et de distribution. Et donc nous, en fait, aujourd'hui, on intègre la chaîne logistique, c'est-à-dire qu'on s'occupe du transport, de la préparation des commandes et de la distribution. Donc on a des ramasses poids lourds en Picardie qui récupèrent nos produits à des points de dépôt où les producteurs livrent à entre 5 et 20 minutes de chez eux. Et donc en fait ils accèdent aux débouchés parisiens, donc à des volumes intéressants de manière très simple, puisque derrière on va nous transporter en poids lourd, préparer les commandes à notre entrepôt et en point de distribution de façon à ce qu'ils soient retirés le lendemain par les consommateurs. Donc en fait c'est un allègement de leur charge de travail et c'est un accès donc à des volumes intéressants sur Paris avec une charge de travail faible. Et pour cela donc on s'appuie sur des outils web qui sont assez innovants, qui ont été développés sur mesure pour vraiment optimiser, mutualiser et rendre très efficace cette logistique. Ce qui nous permet d'avoir une marge faible, donc de 29% seulement, donc il y a 71% aux producteurs, 29% pour Quel bon goût, et donc des prix de sortie qui sont accessibles in fine au plus grand nombre. Je vais essayer de finir parce que je crois que je suis un peu longue. Et donc côté consommateur, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils ont des produits de grande qualité à des prix accessibles. Et on a fait le choix aussi de s'installer donc en quartier populaire à Paris. Donc on est dans le nord-est parisien et beaucoup maintenant dans le 93, et d'avoir pignon sur rue. Donc les gens commandent en ligne, puis viennent retirer leur panier tout près dans un de nos points de distribution sur Paris et dans le 93. Donc on a un vrai ancrage dans les quartiers. Pignon sur rue, des boutiques en physique, en plus de la vente sur Internet, et une vraie flexibilité pour le consommateur, puisqu'il commande ce qu'il veut, quand il veut, parmi la gamme très large de produits qu'on propose, encore une fois à des prix bas. Et on le verra tout à l'heure, d'ailleurs, vous avez beaucoup profité du premier confinement, la demande s'est beaucoup accrue. Alors, Stéphane Layani, je voulais vous interroger sur les rôles d'un acteur traditionnel comme le marché de Rungis. Même le marché de Rungis réserve désormais une place au circuit court. Alors déjà, pourquoi ce choix? Et puis, qu'est-ce que vous faites concrètement dans ce domaine? Oui, d'abord, c'est les 5 ans de l'accord de Paris. Moi, je rappelle que lorsque Laurent Fabius m'a demandé d'être le sponsor, un des mécènes de la COP 21, nous étions là. Et ce que vient de dire Audrey Pulvar, c'est excellent. Et nous,
les objectifs de la mairie de Paris, des objectifs que nous pensons atteignables, utiles et faisables. Donc, comme l'a dit tout à l'heure la première intervenante, un circuit court, c'est une définition européenne, juridique, c'est pas plus d'un intermédiaire. Et à Rungis, on est le plus gros circuit court, le plus vieux circuit court, puisque ça a été créé pas loin d'ici, place de Grève, avec les Halles de Paris. Et on est très heureux, c'est peu connu, de recevoir plus de 400 agriculteurs sur le marché de Rungis tous les jours. Donc, en fait, on est très favorable au circuit court. Alors, est-ce qu'on peut aller au-delà de ce que nous faisons ? D'abord, moi j'aimerais qu'on mette fin à beaucoup d'idées reçues. Le circuit court, comme l'a dit Audrey, c'est pas la distance. Quand on doit nourrir 15 millions de personnes, eh bien, le local, c'est-à-dire l'Île-de-France, ça ne produit rien. Et encore, pas beaucoup en hiver. Quelques racines, beaucoup de salades, rien d'autre. C'est pour ça qu'il faut transformer l'agriculture. Voilà, mais je suis d'accord. Avec les agriculteurs. Mais même si on voulait transformer l'agriculture locale, puisque nous on a le carreau des producteurs d'Île-de-France, on fait 60% Oui, c'est du du carreau des tonnage. producteurs que je voulais parler en particulier, effectivement. Oui, 60% du tonnage, ça représente exactement 2% des besoins alimentaires des Franciliens. Les Franciliens, ils ont besoin de manger toute l'année, je regrette, des bananes, des oranges, toutes sortes de choses qui viennent de loin. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est pas une raison pour rester dans cette attrition en se disant « Ah oui, on n'y arrive pas, donc on va rien faire ». Non, au contraire, il faut être volontariste. Et d'abord, nous, on fait des enquêtes carbone. Alors, c'est très marrant parce que les enquêtes carbone, c'est pas bon pour nous qui sommes un circuit court, montre que les circuits longs sont parfois meilleurs en empreinte carbone que les circuits courts. Donc j'ai pris des chiffres. Si vous prenez, selon l'ADEME, qui est une agence gouvernementale, eh bien, si vous prenez un produit hors saison, eh ben, ça va coûter 510 grammes de CO2 pour une salade produite sous serre et chauffée au gaz, alors qu'en circuit de proximité, et alors qu'une salade d'Espagne, malheureusement, c'est 200 grammes de CO2. Donc, vous voyez bien que les chiffres ne sont pas aussi simples que ça. Mais alors, on peut aussi essayer de ne pas manger hors saison. C'est ce que j'allais dire. Si vous permettez, je voudrais c'est plutôt ce que j'allais dire. Vous ne laissez pas terminer. Vous ne laissez pas terminer. Alors, comment faire pour sortir de cette aporie ? Comment on fait ? Eh bien, il faut avoir des campagnes de communication pour apprendre aux gens à manger des produits de saison. Il faut arrêter On va le faire ensemble, de manger des tomates en mars, en mai. Parce qu'en mai, il n'y a pas de tomates en France. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et puis, nous, à Rungis, on a décidé, et on l'a présenté récemment lors d'un conseil d'administration où était présente Audrey, que nous allions favoriser les gens qui respectent un certain nombre de règles RSE. Bien sûr, au début, on fera des règles RSE qui seront beaucoup plus souples pour faire rentrer les gens dans le dispositif, mais peu à peu, on va rendre les choses un peu plus contraignantes. Et enfin, et ça c'est très très important, il faut avoir conscience que la multiplication des ruptures de charge, ça a beaucoup d'empreintes carbone. Donc la massification, madame, venez chez nous, ça sera mieux. La massification consomme beaucoup moins de CO2 que d'être obligé d'avoir des petits points un peu partout qui diffusent. Le circuit long par excellence, c'est les centrales d'achat de la grande distribution. Et c'est très mauvais parce que les gens, par exemple, ils vont à leur supermarché avec leur voiture, ils reviennent avec leur voiture pour faire des tout petits déplacements. Et ça, c'est très mauvais. Alors que aller sur les marchés de plein vent parisiens, aller chez madame, c'est bien meilleur. Le commerce électronique, du point de vue de l'empreinte carbone, pas bon. Oui, pas bon.
Excusez-moi de vous interrompre, mais il faudrait vraiment que les interventions soient un peu courtes parce qu'il faut que tout le monde puisse parler. Là, je voulais donner la parole à Damien Conaré et ça tombe bien parce que justement, il me semble que dans vos recherches, Damien Conaré, j'espère que vous êtes toujours connecté, qu'on ne l'a pas reperdu. Oui, oui, je suis là. Oui, très bien. Justement, dans vos recherches, vous insistez beaucoup sur le fait que les avantages liés au circuit court, à l'alimentation de proximité, vont bien au-delà de la question de l'impact carbone, dont vient de nous parler Stéphane Ayani. Il y a un vrai potentiel de transformation. Donc, à quoi répondent aujourd'hui, à quel type de besoins répondent aujourd'hui ces circuits courts qui, d'ailleurs, sont de plus en plus plébiscités par les Français? Mais bonjour à tous, je suis absolument désolé pour le retard. En fait, je me suis retrouvé coincé dans une salle d'attente de connexion qui visiblement n'était pas la bonne. Donc, j'ai récupéré in extremis le bon lien. Donc, merci en tout cas pour l'invitation. Effectivement, au-delà des aspects environnementaux qui sont effectivement en débat et discutables, les circuits courts vont répondre à très clairement une demande grandissante aujourd'hui des consommateurs de connaître l'origine des produits qu'ils consomment, de retrouver du lien, du sens à travers leur alimentation. Et on a aujourd'hui effectivement un engouement assez généralisé pour le local. Attention, c'est ce qu'on rappelle un peu souvent, attention toutefois de ne pas tomber dans le piège du local qui consisterait à attribuer au local des vertus par nature. Pour faire très court, c'est local, donc c'est bon. Évidemment, on sait que c'est pas si simple. La production locale sans conditions de travail décentes ou sans effort pour une justice sociale qui permettrait l'accès de tous à une alimentation de qualité et sans respect de l'environnement, ça n'a pas de sens. Donc il faut dépasser ce simple engouement pour le local et voir qu'effectivement ces circuits de proximité permettent un certain nombre d'avantages, d'atouts, de conséquences, d'impact, notamment, et j'imagine ça a pu être dit, de restaurer le lien social entre consommateurs et producteurs, des liens qui ont largement été distendus dans le système conventionnel, qui globalement, alors c'est pas vrai partout, c'est pas vrai pour tous les produits, a éloigné les producteurs des consommateurs, de sorte qu'on a un peu d'un côté des consommateurs qui sont un peu perdus, qui savent plus comment ont été produits, par qui et comment ont été produits et transformés leurs aliments, ce qui génère ce que Claude Fischler, un sociologue de l'alimentation, appelle une certaine angoisse du mangeur. Et puis de l'autre côté, des agriculteurs, des producteurs, dont certains ont perdu un peu le sens de leur métier, voire même le goût. Et on sait que dans certaines filières, c'est même des situations qui sont assez dramatiques pour les agriculteurs. Et donc, on rétablit avec ces circuits des liens de confiance et d'intérêt mutuel. Et puis, surtout, au-delà de ça, des liens économiques. On sait que dans la chaîne de valeur, en général, dans un certain nombre de filières, l'essentiel est capté par le milieu, la transformation, la distribution. Et là, ça permet un peu de rétablir la valeur en faveur des producteurs. Et puis, c'est moins d'intermédiaires, c'est possiblement moins d'occasions de pertes et de gaspillage par rapport à des circuits plus longs. C'est du maintien d'activités agricoles, d'activités de transformation sur des territoires, maintien de paysages. Et puis, plus généralement, d'un point de vue plus politique, ça permet aussi de rééquilibrer les pouvoirs entre les acteurs de la chaîne alimentaire et notamment en faveur des producteurs et des consommateurs. Et on voit aujourd'hui beaucoup de collectivités locales, on voit Madame de la ville de Paris ici présente, qui lance des collectivités territoriales qui s'impliquent de plus en plus dans des politiques alimentaires dans lesquelles les circuits courts jouent un rôle souvent de premier plan dans le développement. Alors, peut-être, et j'en terminerai là, mais ça a peut-être été dit, je suis désolé si je fais des doublons, mais faut aussi ne pas négliger que s'engager dans les circuits courts, pour les agriculteurs, c'est aussi une charge de travail supplémentaire. C'est pas leur métier de base, c'est beaucoup d'investissement que de travailler à la préparation des commandes, gérer les transports, la distribution. Et donc, c'est aussi un investissement supplémentaire qu'il ne faut pas négliger de la part des producteurs. Merci beaucoup. Oui, je pense qu'il était important dans ce premier tour de table de déjà insister sur cette double définition des circuits courts. Je résume un peu, c'est-à-dire la notion de réduction du nombre d'intermédiaires, idéalement un seul, la notion de proximité qui peuvent être plus ou moins complémentaires selon le contexte, le territoire, et aussi sur cette pluralité justement de bénéfices qui ne sont pas liés qu'à la dimension environnementale, mais qui vont au-delà et qui doivent coexister pour qu'il y ait un véritable impact de transformation. On y reviendra sans doute parce que j'ai prévu, si on a le temps, à la fin, un moment de débat un peu plus
plus libre avec des questions complémentaires. Mais là, je voulais quand même consacrer un deuxième tour de table à la question de l'accélération de ces circuits courts, parce qu'on voit bien que malgré l'intérêt des consommateurs, malgré les bénéfices qu'ils peuvent apporter, ils rencontrent pas mal de difficultés. Donc, comment faire en sorte qu'ils occupent une place plus importante, même si peut-être ils remplaceront jamais les circuits longs. Alors, je voulais commencer par vous, Audrey Pulvar, à Paris. Quels sont les ingrédients de votre stratégie dans cette direction? Déjà, on va essayer de transformer l'agriculture d'Île-de-France à la fois avec tous les acteurs concernés, c'est-à-dire les agriculteurs, les transformateurs, tout ce qui concerne la logistique d'approvisionnement, de stockage, de distribution, les responsables de restauration collective, et puis au-delà de l'Île-de-France, des régions limitrophes de l'Île-de-France devraient être intéressées également. Ce que disait Stéphane tout à l'heure, alors j'ai pas les mêmes termes que lui quand il dit la région ça pèse de rien, ça pèse pas tout à fait rien, mais c'est vrai que l'Île-de-France qui est quand même la première région agricole de France, hein, faut pas l'oublier. Et qui exporte beaucoup aussi. Et qui pour exporte certains beaucoup. produits. Justement, l'Île-de-France, c'est essentiellement une région de grande culture céréalière, destinée effectivement en grande partie à l'exportation. Et donc, transformer cette agriculture, encore une fois, ni sans ni contre les agriculteurs, mais avec eux, pour en faire une agriculture dans laquelle il y ait beaucoup plus de maraîchage, de polyculture, d'élevage, de pratiques agricoles durables ou bio, et une agriculture qui serait tournée vers une consommation plus locale qu'internationale. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est ce qu'on va engager avec eux, notamment avec des états généraux de l'agriculture et de l'alimentation durable qu'on va organiser au premier semestre 2021 avec l'ensemble des acteurs concernés, avec la création d'un établissement qui va s'appeler AgriParis et que je considère un peu comme une sorte de hub à la disposition des différents acteurs, qui va permettre d'aider à l'installation, à la conversion, au maintien en durable ou en bio pour les agriculteurs, d'aider à la structuration des filières de transformation, l'installation parfois d'ateliers de transformation sur l'exploitation, d'aider à la structuration de la logistique, encore une fois, de transport, d'approvisionnement et de stockage et de distribution. Et puis, il y a la partie donc agriculture de plein champ rurale que nous voulons transformer, et ce en garantissant justement avec la commande publique, en garantissant des débouchés et un revenu sûr et pérenne aux agriculteurs. Et puis il y a toute la partie qui peut sembler plus anecdotique parce qu'elle est effectivement quasiment infinitésimale au regard des échelles, mais qui a une utilité autre, c'est la partie agriculture urbaine qui rapproche le vivant du citadin et qui rapproche l'agriculture les méthodes agricoles de la plus grande qualité du citadin. Je voudrais en faire un outil de lutte contre la précarité alimentaire, et que cette agriculture urbaine, qui de toute façon ne remplacera jamais l'agriculture rurale et ne pourra jamais nourrir tous les Parisiens, soit le maillon de la chaîne qui nous permet d'être au contact des populations les plus précaires pour qu'elles aussi aient accès à une alimentation de qualité. Merci. Dans le cadre justement de cette transformation des territoires, aussi des pratiques, etc., que vous avez évoquées, il y a aussi la question que vous avez d'ailleurs aussi évoquée de la transformation alimentaire, parce que la demande du marché n'est pas seulement une demande de produits bruts, c'est aussi une demande de produits transformés. Donc la proximité alimentaire passe aussi par la recréation d'une industrie de transformation locale, de proximité. Alors, je voulais vous interroger là-dessus, Damien Conaré. Comment recréer ces lieux, cette industrie, et est-ce qu'il y a des exemples dont on peut s'inspirer sur le territoire français ou à l'étranger ? Et c'est effectivement un maillon clé de la chaîne. C'est là que se concentre, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de la valeur ajoutée dans les chaînes alimentaires. Et c'est vrai que d'une manière générale, les circuits de proximité, les circuits courts, en très grande majorité, sont concentrés sur les matières premières, essentiellement fruits et légumes, qui sont pas transformés.
Alors, il y a évidemment beaucoup de contre-exemples, mais de fait, faire fonctionner des unités de transformation sur les territoires, c'est pas simple. C'est pas simple d'abord parce que c'est très coûteux. C'est des investissements qui sont souvent onéreux, qui demandent une main-d'œuvre qualifiée. C'est des investissements conséquents, des coûts fixes d'exploitation qui sont souvent importants. Et puis, et on le sait, plus la transformation elle est complexe et plus elle coûte cher. Donc, c'est par exemple le cas de la viande. La transformation de la viande, c'est particulièrement onéreux et c'est ainsi qu'on voit beaucoup d'abattoirs en zone rurale être abandonnés. Mais on va y revenir à des exemples justement de revitalisation. L'autre difficulté, c'est qu'on est sur la saisonnalité des productions et ça ajoute à la difficulté de la gestion d'unités de production. Donc, et puis enfin, c'est souvent plus compliqué de travailler des petits volumes dans un système qui s'est optimisé sur la massification. Donc c'est souvent donc coûteux, risqué de mettre en place des nouvelles unités de transformation, d'où l'idée de chercher à optimiser avec des équipements qui seraient déjà existants et d'essayer d'explorer les possibilités de conditionnement partagées entre filières. Un certain nombre d'exemples. Nous, on est ici à Montpellier où il y a un marché d'intérêt national, à l'instar de Rungis, qui a installé un certain nombre d'unités de transformation, alors évidemment profitant de l'offre locale et directe qui est permise sur le marché. Et donc, on a quelques exemples d'entreprises de transformation qui sont installées là. De fruits séchés, de conserverie, une conserverie qui est spécialisée dans des petits volumes, donc qui permet à des petits agriculteurs de proposer des petits volumes de fruits, viande et autres, et légumes à la transformation, à la conservation. Et puis, c'est là aussi que la ville de Montpellier installe la légumerie pour la transformation donc, de fruits et légumes, pour la restauration collective des cantines scolaires de la ville. En matière d'abattage, il y a des nouveaux projets qui se montent. J'en connais au moins 2 d'abattage mobile pour abattre à la ferme directement les animaux, donc ce qui permet souvent un meilleur traitement. Et puis, ça permet de revitaliser des filières locales. Donc, il y a un projet qui est mené par une éleveuse en Côte d'Or, avec des camions qui se déplacent sur les exploitations pour abattre les bovins à la ferme en présence des éleveurs. Et un autre projet collectif dont j'ai eu connaissance en Loire-Atlantique, un collectif de 150 éleveurs qui sont groupés en association donc pour relancer une filière abattage et carissage de viande dans le département. C'est intéressant cette question de l'abattage justement sur le volet acceptabilité sociale pour le coup. Vous me semblez dire que effectivement le fait d'en réduire la taille, de les rapprocher des citoyens facilite aussi l'acceptabilité. Et alors, pour revenir à la question de l'accélération des circuits courts du point de vue d'une start-up, Léa Barbier, alors pour vous, aujourd'hui, quelles sont les principales difficultés, les freins, et de quel type de soutien avez-vous besoin et qu'est-ce qui vous porte d'une manière générale ? Alors, ce qui nous porte, moi et mon équipe qui est très engagée, c'est avant tout un sentiment d'utilité sociale. C'est-à-dire que nous, on a l'impression de s'inscrire là dans un mouvement de société assez profond, assez inéluctable, qui va vers la relocalisation de l'approvisionnement alimentaire. Voilà, on a l'impression d'avoir des métiers qui ont du sens et qui sont porteurs de valeurs importantes. Donc ça, c'est ce qui nous porte au quotidien. Après, en termes alors, ce qui nous porte aussi, c'est la demande. C'est-à-dire qu'en fait, on l'a vu aussi pendant le confinement. Il y a vraiment un élan. Il y a eu à la fois un élan de solidarité avec les producteurs locaux, un besoin de manger sain dans un contexte d'insécurité, de crise. Donc en fait, les circuits courts ont vraiment été plébiscités pendant le confinement. Et ça, ça fait aussi partie des choses qui nous portent aujourd'hui, de sentir que la demande est présente, le besoin social, il existe à la fois côté consommateur et côté producteur. Qui ont besoin de regagner de la valeur ajoutée dans les circuits, donc qui plébiscitent complètement aussi les circuits courts. Après, en termes de ressources, ce qui est toujours difficile à notre échelle, c'est que donc nous, on est des entrepreneurs sociaux qui sommes à une petite échelle. On rôde là depuis 7 ans un modèle économique. Donc on a testé, on a innové, on a expérimenté, on a parfois échoué, on a rebondi. Aujourd'hui, on est sur un modèle qui est viable économiquement, qui fonctionne bien et qui fait ses preuves côté consommateur et producteur. Et du coup, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de bénéficier davantage de ressources pour permettre la réplication de ce modèle à grande échelle. C'est-à-dire comment on fait aujourd'hui
aujourd'hui, pour qu'un modèle comme le nôtre et celui d'autres entrepreneurs sociaux qui sont dans les circuits courts ont suffisamment de ressources en termes financiers et d'investissement pour se développer sur tout un territoire comme celui de l'Île-de-France. Et donc là, on rentre évidemment dans des enjeux de volonté politique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a des politiques publiques musclées, fortes, vers des investissements massifs et importants pour développer les circuits courts. Et donc c'est des investissements évidemment qui doivent être prioritairement du côté agricole, pour diversifier l'offre agricole locale, réorienter l'offre agricole vers les besoins locaux et non vers l'exportation comme c'est le cas aujourd'hui. Donc là, il y a vraiment une ambition au plan politique agricole de la PAC à développer. Et après, pour nous, qui sommes en fait des initiatives innovantes au plan de la distribution, on a aussi besoin de soutien financier et d'investissement pour se développer et changer d'échelle. Donc là, par exemple, quel bon goût, nous, on attend que ça de pouvoir se diffuser en Ile-de-France, quoi. Merci. Et justement, Yona Choufola, je voulais vraiment venir sur la question du rôle des pouvoirs publics et notamment de l'État dans ce développement des circuits courts et aussi dans leur coexistence, complémentarité avec les circuits longs, parce que comme le soulignait M. Leayeni, les circuits courts pour l'instant ne nourriront pas toute la population française. Donc quel est votre regard là-dessus, si elle est là? On a perdu la connexion avec Yona Chifolo, peut-être? Non, pardon. Ah, pardon. Désolée, voilà. On en est beau. Vous avez entendu ma question? Je voulais Oui. dire. Ok, très bien. J'ai bien entendu, excusez-moi. Déjà, un point important, c'est quand même que la reconnaissance, elle est toujours en cours de ces circuits. C'est-à-dire que c'est des circuits qui ont longtemps été marginalisés, décrédibilisés, associés quand même à une forme assez archaïque de résistance à la modernité ou d'opposition. Voilà, donc on est juste sur un début de reconnaissance. Alors la crise les met en avant, mais quand même, on voit bien que les moyens investis, que ce soit du côté des politiques publiques ou par exemple l'investissement dans les recherches, il est quand même très faible, trop faible, éminemment faible par rapport aux attentes vis-à-vis de ces circuits. Donc voilà, donc il y a des enjeux de vraiment, aujourd'hui les reconnaître davantage. Et les médias participent à ça aussi, à cette image quand même assez caricaturale quand même de ces circuits, qui serait que pour les classes éduquées plutôt urbaines, et donc il s'agit vraiment aussi d'en changer l'image, et l'État là aussi et les collectivités peuvent contribuer justement à changer cette image, à montrer que les circuits courts ils sont aujourd'hui pour tous. D'ailleurs, les circuits courts dominants, c'est les marchés de plein vente, c'est la vente à la ferme, qui sont justement des espaces très ouverts, très mixtes socialement. Après, il y a beaucoup de choses à faire. Audrey Pulvar en a parlé. Donc, cette déspécialisation des territoires, elle ne passera aussi que par une autre régulation du foncier agricole. On sait que le foncier agricole, il est bloqué. Il part préférentiellement à l'agrandissement d'exploitations qui sont tournées vers l'export et pas justement à l'installation de petites fermes pour une agriculture nourricière des villes ou des territoires. Donc, il y a un certain nombre comme ça de points. Il y a aussi un besoin d'évolution des normes. Si les abattoirs ferment, c'est pas simplement parce que ça coûte, c'est aussi parce qu'on a une réglementation qui est en France, celle des abattoirs agro-industriels, c'est-à-dire qui manipulent des gros volumes et qui s'appliquent autant aux gros qu'aux petits. Et ça, alors qu'en Europe, il y a justement des réglementations différentes en fonction de la taille des abattoirs. En Autriche, en Allemagne, vous trouverez justement des réglementations qui sont adaptées à la taille, donc à des plus petites tailles et aux risques avérés. Il ne s'agit pas évidemment de transiger avec la sécurité sanitaire. L'Europe n'est pas du genre, mais justement d'avoir de la flexibilité pour pouvoir justement pour pouvoir avoir un développement plus important de ces circuits. Donc c'est aussi là, à ce niveau-là, au niveau du blocage du foncier, au niveau de l'évolution des normes, vous en avez parlé avant, il y a un certain nombre d'investissements aussi nécessaires pour rééquiper les territoires. Donc là, les responsabilités sont évidemment partagées entre l'État et les collectivités, mais avec cette idée justement là aussi de trouver qu'il n'y ait pas de... On peut regretter aussi des formes
concurrence ou de compétition entre des échelles, puisqu'aujourd'hui, et notamment à travers les projets alimentaires territoriaux, donc il y a cet investissement justement de collectivité, mais on va trouver parfois que chaque élu veut sa légumerie, par exemple, ou chaque territoire veut son hub. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de coordination à avoir aussi entre ces différentes échelles politiques pour qu'on puisse justement en bonne entente organiser ce rééquilibrage entre le court, le long, le local, le global, qui est essentiel, non pas d'un point de vue idéologique, mais du point de vue aussi de la résilience des systèmes alimentaires. Merci. Et Stéphane Layani, vous, à Rungis, est-ce que vous avez l'intention d'élargir la place de circuits courts au sens strict? Je pense notamment au carré des producteurs. Et quels sont vos défis dans cette voie? D'abord, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Madame, l'investissement. Ça, c'est vraiment un concept important. Il se trouve qu'il y a 25 mines en France. On a parlé de celui de Montpellier. Nous, on a aussi celui de Toulouse, où il y a toute une ceinture verte et on a une logistique urbaine exceptionnelle. Et je crois que cette question du circuit court, c'est ce qu'a dit Audrey, c'est un enjeu d'aménagement du territoire. C'est quel aménagement du territoire et comment on veut allouer les ressources publiques sur ce territoire. Donc moi, évidemment, on a fait Rungis livrer chez vous avec des produits locaux, on a été plébiscité, on a eu plus de 25 000 commandes en 2 semaines. Donc ça marche très très bien quand on fait du local. Mais je vais doubler le carreau des producteurs. J'espère que j'aurai l'offre coordonnée. Grâce à Audrey peut-être, je l'aurai puisque on va avoir plus de conversion de l'agriculture céréalière et betteravière vers une agriculture plus maraîchère et un peu plus d'élevage. Et donc tous les jours, j'ai des copains qui prennent des fermes, ça existe. Mais ce que je veux vous dire, c'est que au fond du fond, le sujet c'est, pour le chef d'entreprise que je suis, le business model. Est-ce que je suis capable de faire vivre mon entreprise avec un système? Et deuxièmement, pour les collectivités publiques, qu'est-ce qu'on met comme argent, soit auprès des citoyens, soit auprès des services publics? Nous, on est des services publics. Rungis, c'est le seul service public alimentaire. Et donc, c'est quand même des questions fondamentales. Alors, bien sûr, je vous dis, on va doubler le carreau des producteurs d'Île-de-France. Bien sûr, je vais créer un label Rungis, et je reviens sur le zéro carbone, on va mettre l'empreinte carbone des produits. On va mettre l'empreinte carbone des produits. Comme ça, on saura enfin quelle est l'empreinte carbone des produits. Et puis, je vous dis, je pense que tout ce qui a été dit par les intervenants précédents, c'est très important. Ce qui compte dans le circuit court, ça n'est pas seulement l'empreinte carbone, c'est le bénéfice économique et social pour la société. Et ça, c'est un enjeu que nous prenons en compte, puisque nous sommes la centrale d'achat des marchés de plein vent et des petits commerçants. Donc nous, on souhaite renvoyer de la valeur, à la différence des grandes centrales d'achat de la grande distribution, aux agriculteurs. Et effectivement, on a une politique de prix un peu plus élevée, malheureusement, que ne l'ont Carrefour, Auchan, Leclerc et d'autres. Et donc, très clairement, oui, les circuits courts, il est très important que les politiques publiques de l'État et de grandes collectivités comme la mairie de Paris ou la ville de Toulouse soient claires en matière d'aménagement du territoire. Est-ce qu'on dissémine des légumeries un peu partout et on fait plaisir à tout le monde, ou est-ce qu'on concentre ça sur des outils publics ouverts à tous, avec des principes d'égalité du service public? Et il y a enfin, je pense, la question de la redistribution et de la valeur. C'est qu'est-ce qu'on renvoie comme valeur à nos agriculteurs? Et ça, c'est vraiment essentiel. Et renvoyer de la valeur, ça n'est pas uniquement renvoyer de l'argent. Parce que si ces gens-là, parce qu'à un moment donné, on a mélangé le circuit court et le direct. Et c'est pour ça que je trouve que le système de cette start-up est très bon, c'est que la ramasse, ça c'est très intelligent. Mais si ces gens-là
ils doivent travailler toute la journée dans les champs et se lever à 3 heures du matin, comme ils le font au Carreau des producteurs d'Île-de-France, pour vendre, faire un acte de commercialisation, c'est très dur. Donc, je pense que ces sujets-là, à titre personnel et à titre de président de Rungis, ça doit être pensé collectivement. Et c'est pour ça que les états généraux est une bonne idée. Mais justement, je pense que les grands intérêts de ce sujet, c'est justement son potentiel de transformation et aussi cette dimension de coopération entre tous les acteurs que Yona Chifolo insiste beaucoup là-dessus, est essentielle pour penser les circuits courts. Alors, il nous reste précisément 9 minutes. Donc, moi, j'ai quelques questions complémentaires, si vous voulez, parce qu'on n'a pas adressé toutes les thématiques, mais je voulais d'abord voir si, très brièvement, vous avez des réactions, des précisions à apporter à tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Oui, très rapidement, je voulais juste dire par rapport à ce qui était dit par Madame que oui, bien sûr que la question du foncier est déterminante. Il y a deux points névralgiques dans tout ce qu'on s'est dit là sur la transformation, et on va faire les gens mieux manger, et on va mieux rémunérer les agriculteurs, etc. C'est bien. Mais il y a 2 points névralgiques. Quand on est du côté de la commande publique, c'est effectivement le foncier, la transformation du foncier, et je suis en contact avec la SAFER, avec la Fédération nationale des SAFER, pour en parler, pour essayer de trouver un chemin commun. Haute-Paris a déjà depuis plusieurs années initié, y compris avec les SAFER, des démarches de sécurisation des zones de captage, donc d'accompagnement des agriculteurs qui sont à côté de ces zones de captage vers des pratiques agricoles moins néfastes pour les nappes phréatiques, moins néfastes pour l'environnement, et accompagnement par exemple avec des baux ruraux environnementaux ou d'autres dispositifs qui leur permettent de se convertir vers des pratiques agricoles moins prédatrices pour l'environnement et qui préservent la ressource. Donc, et ça, c'est déjà un vrai levier de transformation du découpage, entre guillemets, du foncier. On va essayer d'aller encore plus loin, et pour le moment, les contacts avec la SAFER sont plutôt encourageants. Et puis l'autre point névralgique, c'est le code des marchés publics. Là, c'est compliqué pour justement garantir des débouchés à des petits producteurs quand vous êtes contraint, et c'est normal, de respecter le code du marché public. Donc, il faut là aussi faire preuve d'ingéniosité, tout en restant évidemment dans les limites de la légalité, arriver à adapter, par exemple avec des marchés spécifiques, avec des commandes groupées de plusieurs petits marchés, etc. Arriver à s'adapter à ce qu'on peut considérer comme une contrainte, mais qui est aussi une garantie pour le consommateur, et une garantie pour le citoyen, arriver à s'adapter à ce qui peut parfois être une contrainte, en l'occurrence le code des marchés publics, pour favoriser ces petits producteurs et faire en sorte qu'ils soient en mesure de répondre à des appels d'offres de grosses collectivités. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques depuis Montpellier, par exemple? Alors, moi, j'en ai deux petites remarques rapidement. Je pense que quand même, dans ce mouvement, il ne faut pas oublier les initiatives citoyennes. Là, on parle beaucoup de start-up, d'entreprises. Et c'est normal parce que ce sont des marchés. Des marchés, et maintenant, c'est un segment de marché, c'est pas simplement une niche. Mais les initiatives citoyennes, souvent, ont porté ces circuits, inventent toujours plus loin pour plus de solidarité, pour plus de démocratie. Donc, c'est aussi important dans tous les choix qu'on fait, dans les politiques qu'on mène, de ne pas oublier ces initiatives qui ont été justement un des facteurs clés de la résilience là, pendant la crise. Et puis, justement, j'en viens à ce deuxième terme, démocratie. Derrière ça, l'enjeu, c'est pas de relocaliser les filières longues et donc de rien changer dans la gouvernance, mais bien d'avoir une approche de démocratie alimentaire où on redonne le pouvoir, on redonne la main aux producteurs, aux consommateurs pour se réapproprier à la fois l'origine de leur alimentation, mais aussi les modes de production, les modes de transformation. Et donc, il y a évidemment aussi là aussi des choses à inventer. On ne sait pas encore bien faire en France cette démocratie par le bas. Finalement, et donc là aussi c'est intéressant, les circuits courts étant justement plutôt des laboratoires où s'inventent aussi plein de choses, et des laboratoires aussi pour inventer des nouveaux leviers pour la transition, qu'elle soit écologique ou alimentaire. Justement, quand vous parlez d'initiatives citoyennes, vous pensez à quoi précisément pour faire un petit exemple ou pour rendre ça plus clair?
C'est tous les groupements d'achat, par exemple, qui sont nés et qui ont été renforcés pendant la crise. Hein. Donc, des voisins d'immeubles, de quartiers, et on en a beaucoup vu sur Paris, qui se sont regroupés pour commander, pour aller chercher des produits locaux auprès de producteurs pour lesquels des marchés des débouchés avaient été fermés. Donc, ils ont pu justement à la fois aider les producteurs à trouver des débouchés en ville, et puis en même temps, justement, embarquer dans ces groupements des gens qui ne consommaient pas du tout dans ces modes de consommation et leur faire découvrir justement d'autres façons de consommer et de faire du lien avec les producteurs. Merci. Je ne sais pas si en 4 minutes, on a le temps de toucher un mot sur un sujet qui me semble très important, c'est-à-dire comment conjuguer alimentation de proximité et lutte contre la précarité alimentaire. Vous l'avez mentionné, Audrey Pulvar. Je sais que c'est un sujet sur lequel s'interroge aussi Quel Bon Goût, parce que une chose, c'est rendre les circuits courts plus accessibles. Autre chose, c'est de vraiment mettre l'alimentation de proximité au profit des personnes qui vraiment sont dans une véritable situation de précarité. Ouais, nous justement, je pense que c'est là qu'on touche un peu les limites de notre modèle, c'est-à-dire que nous en fait aujourd'hui, on a réussi à construire un prix qui est juste pour le producteur et qui permet à Quel Bon Goût de fonctionner économiquement, donc qui est un prix juste et qui est accessible, comme je le disais tout à l'heure. Mais c'est vrai que y a aussi une limite à ça. C'est-à-dire que pour des personnes qui sont vraiment en grande situation de précarité, on est un petit peu au bout. Nous, on ne pourra pas baisser davantage le prix qu'on baisse déjà aujourd'hui. Et c'est là où il y a la question un peu de l'intervention publique. Et donc nous, à notre échelle, on a mené des initiatives à travers une association qui s'appelait Les Tambouilles, qui était en parallèle de Quel Bon Goût. Donc là, c'était en fait la vocation de cette association, c'était d'être une association d'éducation populaire pour reconnecter les habitants des quartiers populaires de Paris et les producteurs de Quel Bon Goût, du coup, puisqu'on s'appuyait sur notre réseau. Et en fait, ce dispositif, il a pris plusieurs formes. C'est-à-dire qu'on s'est mis en lien avec un centre social à proximité d'une de nos boutiques. Et il y avait là un certain nombre de familles qui étaient intéressées en fait de participer à ce dispositif, qui incluait donc à la fois des visites de ferme avec nos producteurs, donc pour reconnecter des habitants du quartier et des producteurs de Picardie, mais aussi la mise en place de paniers solidaires qui ont été subventionnés en partie d'ailleurs par la ville de Paris, avec pour objectif du coup de pendant un an rendre accessible en prenant en charge à 80% les paniers de ces familles pour leur permettre finalement d'accéder à ces produits malgré une situation de précarité en termes de revenus. Donc ça, c'est un type d'initiative, évidemment à une échelle très très locale, mais qui faisait beaucoup de sens à la fois parce que, c'était une initiative venant des habitants qui cherchaient à transformer leurs habitudes alimentaires, qui reconnectait milieu urbain et milieu rural, et qui permettait une accessibilité réelle à ces produits pour des personnes à petits revenus. Et ça, par exemple, c'est moi le type d'initiative que je trouve intéressant d'essayer de réfléchir aussi à une plus grande échelle pour aller encore plus loin dans la logique de démocratisation du bien manger pour tous. Oui, c'est un peu frustrant d'évoquer ce sujet aussi rapidement. Je sais que NHU Follow réfléchit aussi avec d'autres chercheurs, d'autres acteurs à une idée de sécurité sociale alimentaire. Peut-être Audrey Pulvar voulait dire un mot. Juste en une minute pour répondre à votre question. Nous, on peut agir de 3 façons différentes. Premièrement, évidemment, et c'est ce qu'on fait en soutenant des structures comme Quel Bon Goût, en accueillant avec notre incubateur Paris 5Co des startups, des acteurs qui sont dans ce type de démarche, y compris de SS, pour mettre à proximité des populations les plus précaires une alimentation et une cuisine de qualité, parce qu'il y a l'alimentation, puis il y a le fait de cuisiner aussi. Le deuxième levier qu'on a, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire de faire de l'agriculture urbaine un vecteur de lutte contre la précarité alimentaire, en associant à chaque projet d'agriculture urbaine que l'on soutient, que l'on développe dans Paris, un écosystème composé notamment d'une épicerie sociale et solidaire qui mettrait en vente les denrées qui sont cultivées sur cette installation, ou à l'alimentaire, une antenne de la maison du zéro déchet, une épicerie de vrac, en multipliant dans Paris ce type de structure d'économie sociale et solidaire, les cuisines ouvertes, les cuisines partagées. Et puis le troisième volet, c'est l'aide alimentaire. C'est faire en sorte, et ça fait partie de ma feuille de route, faire en sorte que
les denrées qui sont distribuées en aide alimentaire, et là l'aide alimentaire c'est la délégation de Léa Filoche, soit aussi des denrées provenant de circuits de proximité, de l'alimentation durable. On n'y est pas encore, mais on y travaille. Bah écoutez, merci. Là, je vois vraiment mon compteur est à 0. Moi, j'aurais bien aimé dire quand même, et ça montre les idées reçues, c'est que Rungis donne chaque année 800 tonnes d'invendus, que le mot clochard, chère madame, vient de Saint-Eustache. C'était la cloche qu'on sonnait avec les glaneuses de Paris, et que le potager de Marianne, qui est géré par l'Association nationale des épiceries solidaires, eh bien, il est à Rungis. C'est le grossiste de l'aide alimentaire, et finalement, la massification a quelques avantages quand on veut donner beaucoup. C'est tout ce que je voulais dire. Écoutez, merci. Là, mon compteur est à +1. Donc, je vous remercie. On est toujours un peu frustrés après une discussion comme ça, parce que c'est vrai que c'est un sujet tellement passionnant, tellement large, qu'on pourrait en parler des heures. Du côté de la tribune, on y reviendra sans doute au moins par écrit. Et je vous invite aussi à suivre la table ronde suivante, parce que elle va porter sur un sujet lié à celui des circuits courts, l'éradication du plastique à usage unique dans la ville. Donc, merci beaucoup et à très bientôt.